Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler des jeux inconscients, des jeux relationnels inconscients, dits sous le nom plus connu de triangle de Karpman et ces jeux dramatiques. Alors au début, j'avais envie de parler du thème des projections. Et puis, j'ai rapidement dévié vers ce triangle de Karpman parce qu'il me semble important de l'aborder, surtout que ça fait des années que je l'ai vu et ici, j'ai énormément de théories dessus et c'est vrai que une situation que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps a fait que je me suis replongée dedans. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà comment est né le processus du triangle de Karpman, ce que c'est, quels sont les trois rôles. Donc, je vais vous décrire les trois rôles brièvement, que vous connaissez peut-être sans doute. Le rôle de la victime, le rôle du bourreau, le rôle du sauveur. Pourquoi on entre dans ces jeux alors que ce sont des jeux perdants? C'est la question à laquelle on va répondre. Les signes qui vous signalent que vous êtes entré dans le jeu. On va parler aussi de triangle de Karpman, des trois rôles et de l'estime de soi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens là-dedans. Et surtout, la dernière partie, évidemment, ce sera comment sortir de ces jeux dramatiques qui, pour la plupart du temps, ne nous sont pas vraiment du bien. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par ce que c'est que ces jeux inconscients, ce triangle de Karpman et comment est née en fait cette méthode, cette pratique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos égos, puisque ce sont nos égos qui endossent ces jeux, ces rôles, endossent des rôles inconscients. Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, avait déjà prémâché le travail avec ce qu'il appelle les 4 positions de vie. Ces 4 positions de vie qui étaient « je suis ok, tu es ok », donc la relation est harmonieuse. « Je ne suis pas ok, tu es ok ». « Je suis ok, tu n'es pas ok ». « Je ne suis pas ok, tu n'es pas ok ». Alors, Stephen Karpman, lui, qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'histoire ? Déjà, il a entendu parler de l'analyse transactionnelle et à la base, c'est un passionné de sport. Et il est fasciné par les jeux de feinte sportive. Et à l'aide de sa connaissance en analyse transactionnelle et les schémas qu'il crée, les croquis qu'il va créer pour les jeux sportifs, c'est ce qui va donner en fait le jeu du triangle de Karpman, qu'il va appeler par son nom. Alors dans ce triangle jouent 3 rôles: la victime, le bourreau ou le persécuteur et le sauveur. Ces 3 rôles, quoi qu'il arrive, même si on croit avoir gagné le jeu puisque c'est un jeu, on est tous perdants dans ces 3 rôles. Et ce que dit Stephen Karpman, c'est que on aura peut-être tendance à endosser plus facilement un de ces 3 rôles, mais dans le jeu, en fait, on va endosser les 3 rôles. On va peut-être endosser le rôle extérieur, par exemple, de victime, mais à l'intérieur, c'est-à-dire en interne, vis-à-vis de soi-même, on va être aussi persécuteur et sauveur. Donc souvent, on endosse les 3 rôles. Quand on endosse le rôle de la victime, et là je vais faire un parallèle avec l'analyse transactionnelle, dans l'analyse transactionnelle, il y a 2 états du moi, que Eric Berne appelle le moi parent, le moi adulte et le moi enfant. Dans le moi enfant, il y a 3 états du moi encore. Il y a le moi enfant rebelle, le moi enfant soumis et le moi enfant libre. Dans le moi parent, il y a le moi parent normatif nourricier et le moi parent normatif directif.
Alors ici, quand on endosse le rôle de la victime, on endosse en fait le rôle de l'enfant tout simplement. Mais ici à ne pas confondre avec justement l'enfant en lui-même, puisque c'est un adulte qui va endosser ce rôle de l'enfant. Donc c'est pas la même position, on va dire. La victime, en fait, elle a un gros sentiment d'infériorité, en fait. Elle ne se sent pas capable de réaliser les choses par elle-même. Et donc elle se sent souvent fragile. Elle est déconnectée de sa confiance en elle-même et de son estime de soi. Et elle confond le fait de faire une demande avec celui de se plaindre ou d'induire des non-dits. Souvent, elle a un comportement plaintif et elle ne fait rien pour sortir de sa situation. Elle s'attire des situations dramatiques, souvent. C'est vraiment comme le petit Calimero. Et elle dit souvent qu'elle n'a pas le choix. Elle dit souvent aussi, et ça c'est sa phrase préférée, c'est-à-dire que quand on va essayer de l'aider, de lui apporter une solution, sa phrase, c'est même pas une phrase, c'est deux mots préférés, c'est « oui mais ». C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu sais, je connais quelqu'un qui pourra t'aider pour tel problème. Et elle va dire, oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas l'argent. Et en fait, elle va contrecarrer la solution que vous pourrez lui apporter. Elle trouve toujours des excuses pour ne pas faire, en fait. Et si, par rapport au oui, mais, je vais faire une référence à un super film et qui parle vraiment de ce triangle-là. Alors, il n'en parle pas, mais dans le scénario du film et dans les rôles que vont jouer les personnages, il va y avoir vraiment ces rôles qui sont vraiment bien joués. C'est le film qui s'appelle justement Oui mais, avec Gérard Jugnot et Émilie Dequesne. Franchement, regardez-les, c'est une pépite, c'est un film qui date des années 90. En plus, il est marrant et voilà, et vous aurez vraiment un aspect du triangle de Karman dans tous les côtés, dans tous les sens. Après avoir regardé ce qui se passe pour nous quand on endosse le rôle de la victime, ah oui, il y a une chose ensuite que je voulais vous faire part, c'est que la victime, une de ses spécialités, c'est qu'elle culpabilise l'autre. En fait, comme elle ne prend pas responsabilité de son état, comme elle ne prend pas responsabilité de qui elle est, et qu'elle attend que quelqu'un fasse les choses à sa place, si la personne en face ne correspond pas à ses attentes, si elle ne répond pas à ses attentes, elle va culpabiliser l'autre avec des formes de non-dit, avec peut-être même de la critique. Et là, on va voir, parce que la victime, en fait, elle ne reste pas tout le temps victime. C'est là où je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que on endosse un rôle, certes, mais on endosse les 3 rôles. À un moment donné, il va se passer ce qu'on appelle le switch. Et le switch, c'est-à-dire que une personne qui était dans un rôle va changer de rôle. La victime va devenir persécutrice. La sauveuse va devenir victime et le persécuteur, lui, soit il va devenir victime ou soit il va devenir encore plus persécuteur. Donc en fait, il y a vraiment un système le triangle devient un cercle parce que là, on n'en sort plus en fait. Après avoir parlé du rôle de la victime, on va parler du rôle du bourreau ou du persécuteur. Alors le persécuteur en analyse transactionnelle, il est lié au moi parent normatif contrôlant. Alors lui, il confond la puissance avec la violence. Il a ce besoin en fait de critiquer, de rabaisser l'autre pour se sentir important. Et donc, il sera dans la performance, dans la domination. Et il a vraiment ce besoin de prendre l'énergie des autres et de se sentir supérieur en fait aux autres. On verra après avec l'estime de soi que ça correspond totalement à une des dimensions que moi j'aborde dans mes ateliers. Donc voilà pour le rôle du bourreau. Du persécuteur, je pense que c'est clair. Ensuite, il y a le rôle du sauveur. Alors, le rôle du sauveur, comme disait ma coach, souvent, quand on voit les 3 rôles, on a tendance à vouloir se cacher derrière le rôle du sauveur. Pourquoi ? Parce que le sauveur, c'est celui qu'on trouve le mieux d'entre les 3, en fait. Le persécuteur, le bourreau, c'est vraiment dominant, on n'a pas trop envie de rentrer dans ce rôle. La victime, encore moins. Le sauveur, on se dit, bon, ça va. Le sauveur, c'est un peu l'image de Superman, en fait. Mais il faut savoir que le sauveur, de toute façon, les 3 rôles, en fait, sont des rôles qui ne sont pas forcément top dans la relation, mais encore moins le rôle du sauveur qui peut être de prime abord bien vu, mais en fait, il n'y a pas plus égoïste qu'un sauveur, il faut le savoir. C'est ce que disait ma coach quand on voyait le triangle de Karman, il n'y a pas plus égoïste qu'un sauveur.
Le sauveur, lui, il adopte le rôle dans l'analyse transactionnelle du moi parent nourricier. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui va faire à la place d'eux. En fait, il confond le fait de proposer son aide avec celui de vouloir sauver et de vouloir voler au secours de quelqu'un. Et souvent, il le fait sans que l'autre n'y ait à demander. Il crée des dettes à l'autre personne. Alors, c'est le spécialiste pour créer des dettes, le sauveur, parce qu'en fait, comme il ne fait que donner, il donne, il va sauver l'autre jusqu'à sacrifier ses propres besoins. Il va donner et va créer une dette envers l'autre personne et c'est ça, entre guillemets, qui va faire que le switch va opérer chez la victime parce qu'à un moment donné, trop de dettes, la victime, elle ne va pas vraiment supporter et donc elle va se transformer en bourreau. Et c'est là que le sauveur, lui, devient une victime. Et sa phrase d'ailleurs favorite, après que la victime s'est transformée en bourreau ou en persécuteur, c'est « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Et là, on arrive vraiment dans une phrase qui prend tout son sens parce qu'en fait, et c'est là que je vous disais que le sauveur est un égoïste, c'est qu'en fait, il a beaucoup d'ego, le sauveur. Il pense que les autres ont besoin de lui. Il pense que sans lui, le monde ne tourne pas bien. Donc c'est vraiment, il y a énormément d'ego derrière. Hein. Quand je vous parlais de Superman, moi j'adore Superman, mais c'est vraiment l'archétype un petit peu du sauveur. Je dois sauver le monde, le monde ne peut pas tourner sans moi en fait. Et donc en fait il va infantiliser l'autre et lui, il va se sentir bien à partir du moment où il devra aider l'autre parce qu'il va voir ce besoin de reconnaissance nourri. Alors il faut savoir qu'un sauveur devient un sauveur à partir du moment où il sacrifie un de ses besoins. À partir du moment où ça lui coûte, il crée une dette à l'autre. Il y a une différence entre aider et sauver. Et la différence, c'est que quand on aide, déjà, on n'attend rien en retour. La phrase « après tout ce que j'ai fait pour toi » suscite forcément qu'elle attendait quelque chose en retour. Et surtout, quand on aide, on a le plaisir d'aider et on ne sacrifie rien. En fait, le sauveur, il est vraiment dans un mode sacrifice. Et il est aussi un grand spécialiste pour culpabiliser l'autre. Donc, je vous l'ai dit avec sa fameuse phrase « après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu me dois ». T'imagines tout ce que tu me dois. Voilà, on est vraiment dans la dette. Hein, là, on est vraiment dans la dette énergétique. On n'est plus dans le don, on est dans la dette. Après avoir abordé ces 3 rôles avec vous, j'avais envie de répondre à ces questions. Mais pourquoi, si ces jeux sont perdants, nous font tous perdre finalement, même celui qui croit avoir gagné le jeu, pourquoi est-ce qu'on entre dans le jeu? Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. J'en ai discerné quelques-unes et pour moi, l'une des raisons, mais les plus inconscientes, c'est le besoin de reconnaissance. On va préférer provoquer une dispute, et on peut le voir chez les enfants, hein. On va préférer provoquer une dispute plutôt que d'avoir le mépris et l'ignorance de l'autre. Donc c'est vraiment, ça traduit derrière vraiment un besoin de reconnaissance et d'être reconnu, d'être vu par l'autre. Et je pense à l'histoire de cette femme qui rentre de son travail, qui voit son mari qui est affalé sur son canapé, qui la regarde même pas. Et en fait, le seul moyen pour combler ce besoin de reconnaissance qu'elle a de manière inconsciente, ça va être de créer une dispute avec lui. L'une des autres raisons, c'est que comme c'est un jeu, c'est excitant. Il faut savoir qu'il peut y avoir des dépendances à ce genre de jeu-là. Et oui, c'est totalement inconscient, mais ça peut être excitant. On peut se dire que oui, sans ces jeux-là, la vie peut être morne, les relations peuvent être mornes et sans saveur, alors que les jeux, comme ça peut créer de l'excitation. Après, il peut y avoir l'illusion d'avoir pris le pouvoir sur l'autre. Et là, on entre vraiment dans les mécanismes de domination. C'est-à-dire que c'est plutôt le persécuteur qui a cette illusion-là. À chaque fois qu'il va rabaisser quelqu'un, il va avoir ce sentiment de toute puissance, il va avoir ce sentiment qu'il a eu le devant sur l'autre. Et l'autre, l'une des raisons, et là on est vraiment dans la partie immergée de l'iceberg avec le besoin de reconnaissance, c'est que c'est plus facile d'entrer dans le jeu
que de faire une demande claire. Parce que souvent, en fait, si on entre dans le jeu, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer correctement. C'est parce que de un, on entre dans le jeu de manière inconsciente et qu'on ne connaît pas les jeux et que c'est de manière répétitive. Mais de deux, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer clairement et à faire des demandes claires. Et derrière le fait de ne pas arriver à faire des demandes claires, il y a vraiment cette peur du rejet. En fait, on confond souvent faire une demande et avoir un refus par l'autre. On confond, si une personne répond à notre demande par un non, on va le prendre pour nous, on va le prendre personnellement et on va confondre le faire et l'être. On va confondre la demande et nous-mêmes en fait. Si la personne répond non, c'est qu'elle répond non à notre demande. Elle ne répond pas non à nous. Et donc il y a vraiment cette peur du rejet qui est là derrière, sous couvert de cette facilité en fait d'entrer dans le jeu. Alors, voici quelques signes qui vous signalent que vous êtes entré dans le jeu. Alors, il faut savoir que on entre dans le jeu du triangle de Karman, soit on initie le jeu, on est victime par exemple et on va aller chercher un sauveur ou un persécuteur, ou on va nous inviter à entrer dans le jeu. Et ça, parfois, on n'a pas forcément envie de rentrer dans ce jeu-là, mais inconsciemment, alors il y a quand même une partie de nous qui va rentrer, donc il y a quand même envie d'entrer dedans, parce que sinon elle n'y rentrerait pas. Mais inconsciemment, on va se laisser prendre en jeu et en fait, on va se laisser prendre en jeu de l'autre qui va nous faire rentrer dans le jeu. Voici quelques signes qui vous signalent que vous êtes entré dans le jeu. Donc déjà, c'est qu'on a obtenu au final le contraire de ce qu'on voulait. Ça, c'est plutôt pour la personne qui a initié le jeu. Je pense à la femme qui initie une dispute avec son mari qui est affalé dans le canapé et qui ne la regarde pas. Ben, au final, ce qu'elle voulait, c'était avoir de l'attention de lui et finalement, elle va créer une séparation. En fait. Donc, voilà, on obtient le contraire de ce qu'on veut. On a la sensation d'avoir perdu du temps dans des échanges infructueux. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des discussions avec des personnes où vous parlez des centaines et des centaines de fois, des centaines c'est beaucoup, mais des dizaines et des dizaines de fois de la même chose sans avoir trouvé en fait une issue en fait à cette conversation, et ben ça c'est vraiment un signe que vous êtes entré dans un jeu comme ça. La sensation de vous être fait avoir, alors ça c'est plus par rapport aux personnes qui ont été invitées à entrer dans le jeu et qui n'ont pas initié le jeu. Le sujet n'a pas été résolu, donc c'est ce que je vous disais un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on parle de la même chose et en fait, il n'y a pas de solution, on n'a pas trouvé de solution. Et enfin, la relation en a pâti, c'est-à-dire que la relation, en fait, s'est désharmonisée, il n'y a plus d'harmonie dans la relation, ça se termine par une dispute, ça se termine par de la froideur, voilà, la relation en a pâti. Alors, je voulais venir maintenant par rapport à l'estime de soi parce que par rapport à ce que j'ai étudié, l'estime de soi et les dimensions, il y a l'estime de soi haute, l'estime de soi basse, l'estime de soi stable et instable. Et je retrouve beaucoup de ces dimensions dans les 3 rôles et on va les voir maintenant. Donc, pour la victime, qui est totalement dépendante, elle n'a pas confiance en fait en ses capacités, en ses qualités, et donc elle a une estime de soi qui est très basse. Elle ne reconnaît pas sa valeur. Et en fait, sa solution pour la victime, ça va être de découvrir les bénéfices inconscients et secondaires à être une victime. Et parfois là, c'est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont victimes. Alors, il y a des degrés de victime, hein. On peut être victime pour une situation, mais il y a des personnes qui sont vraiment qui ont vraiment endossé ce rôle, mais vraiment de façon professionnelle, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, et qui ont vraiment énormément de bénéfices inconscients secondaires et qui préféreront continuer à endosser ce rôle plutôt que délaisser ce rôle. Et c'est ok, mais voilà, c'est juste en prendre conscience. Donc pour que la victime sorte de son rôle de victime, elle doit apprendre à faire des demandes claires. Au lieu de se lamenter, elle doit apprendre à se connecter à son besoin et apprendre à faire des demandes. Passer à l'action, parce que souvent la victime, elle est, je vous dis, dans les oui mais, elle va se lamenter, mais elle ne va rien mettre en place. C'est ce qu'on disait un peu plus haut.
Donc, niveau de l'estime de soi, la victime, c'est l'estime de soi basse instable. Et donc, elle a besoin en fait de reconnaître sa valeur, d'apprendre à reconnaître sa valeur, ses qualités et ses compétences. Le sauveur, lui, il a plutôt une estime de soi haute instable à basse instable, donc c'est vraiment un variable chez lui. En fait, son estime, on le disait plus haut, dépend de ce qu'il a fait pour les autres et donc il est nourri par son besoin de reconnaissance. Donc en fait, ce qui veut dire que son estime ne dépend pas de lui, il dépend des autres. Il a aussi besoin de reconnaître sa valeur aux dépens de ce qu'il fait. Donc en fait, il confond le faire et l'être. Lui, il croit que s'il fait quelque chose, il aura de la valeur, alors que la valeur vient de l'être et pas du faire. Donc, il a besoin de se reconnecter à son être, il a besoin de laisser la responsabilité à chacun, et il a besoin de demander, donc ne pas donner ce que l'on n'a pas demandé. Ça, c'est systématique dans Sauveur, c'est-à-dire qu'il ne demande pas, il va sauver la personne. Ne pas se sacrifier ses besoins pour les autres, et oser dire non et s'affirmer sans se sentir coupable. Souvent, il y a vraiment le problème du sauveur, c'est qu'à un moment donné, quand il est entré dans l'engrenage, il n'arrive plus à se sortir de là parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer. Et si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, sachez que dans les ateliers d'estime de soi qui vont venir dans quelques semaines ici, on a un atelier spécifiquement sur l'affirmation de soi où on apprend à discerner les situations où on n'arrive pas à s'affirmer et on apprend à utiliser des techniques d'affirmation de soi pour pouvoir être plus à l'aise avec ça. Donc si ça vous intéresse, les ateliers arrivent bientôt. Au niveau du persécuteur, alors le persécuteur, lui, il est vraiment dans une estime de soi haute, instable. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans « je suis supérieur aux autres ». Puisqu'il se nourrit en rabaissant les autres et en les infantilisant. Il a vraiment ce complexe de supériorité qui traduit clairement en besoin de reconnaissance également et en manque d'estime de lui-même aussi. Donc on est vraiment dans une estime de soi haute mais instable. Et donc lui, il doit vraiment apprendre à sortir de ce rôle de bourreau, c'est-à-dire de ce rôle de « j'ai besoin de critiquer ». Il doit apprendre à sortir du jugement et à formuler ses attentes aux autres. Donc voilà pour l'estime de soi et les 3 rôles. Je trouvais que c'était bien de les rappeler. On arrive à la 4e et la dernière partie qui me semble des plus intéressantes. Alors une fois qu'on a vu comment fonctionnaient ces rôles, une fois qu'on en a pris connaissance, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sort de là? Alors d'abord, je voudrais dire en petite introduction, c'est que c'est ok si on joue des rôles même quand on a cette connaissance-là, parce qu'il faut savoir que c'est des rôles dont on a pris connaissance et dont on a pris acte, je vais dire plutôt acte que connaissance, depuis notre enfance. Un bébé commence à jouer comme ça avec ses parents, quand il pleure, quand il voit qu'il pleure, sa maman vient, et donc c'est comme ça que naît ce genre de rôle-là. Déjà, c'est de se dire que c'est ok, de vraiment dans le non-jugement envers soi-même, quoi qu'il arrive, quel que soit le rôle qu'on endosse, parce que souvent, en fait, dans le développement personnel, on nous met beaucoup de théories et il y a souvent ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir en comprenant, en fait, en apprenant ces théories-là, en pratiquant, etc. On a l'impression qu'on doit sortir de ces rôles et que si on n'est pas sorti de ces rôles, c'est qu'on est toujours au même stade, etc. En fait, c'est ok de jouer à ces rôles. Le tout, c'est vraiment, pour moi, la première étape, c'est d'en prendre conscience, en fait. C'est de s'observer, c'est de vous poser la question, dans quel rôle vous reconnaissez-vous? Est-ce que vous vous reconnaissez plutôt victime, plutôt persécuteur et bourreau, ou plutôt sauveur? Et si oui, dans quelle occasion? Est-ce que c'est plutôt au niveau professionnel, est-ce que c'est plutôt au niveau familial, avec vos enfants, avec votre mère? Voilà, ça peut être dans différentes situations. Et c'est vraiment, le top, ce serait vraiment d'identifier ces situations. Et surtout, avec qui? Parce que souvent, ce sont les autres qui nous font entrer dans le jeu, pardon. Et c'est bien de discerner avec qui on joue ces rôles. Et c'est aussi bien de s'observer, de se dire, tiens, là, j'ai joué tel rôle, comment je me sens après avoir joué ces rôles? En général, on ne se sent pas super bien parce que je vous dis, vraiment, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de gagnant à jouer ces rôles, en fait.
Alors, est-ce que vous vous faites souvent attraper dans ce jeu de rôle? Et c'est surtout de se demander pour quelles raisons vous endossez ces rôles. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, j'ai endossé le rôle de sauveuse? Qu'est-ce qui fait que je suis venue au secours de cette personne-là alors qu'elle ne m'avait pas demandé? Est-ce que c'était pour être aimée? Est-ce que c'était pour me sentir bien? Ou que c'est parce que je ne me sens pas capable, donc que j'ai joué le rôle de victime et que je me suis plainte? Donc ça peut être plusieurs raisons, mais le fait d'identifier ces raisons-là, si on veut vraiment sortir de ces jeux-là, ben ça peut être bien de se poser cette question, de se demander pour quelles raisons on endosse ces rôles. Alors, une fois que vous êtes entré dans un jeu et que vous n'avez pas voulu y entrer, comment sortir? C'est compliqué quand on est dedans, c'est poser des questions. À partir du moment où on pose des questions, il faut savoir que les rôles que je vous ai cités plus haut, la victime, le bourreau et le sauveur, comprennent en fait les états du moi parent et enfant. Dans l'analyse transactionnelle, il y a un état du moi qui ne se retrouve pas dans le triangle. C'est l'état du moi adulte. Et l'adulte, je vous rappelle de ce que c'est que le moi adulte, c'est celui qui pose des questions, qui analyse. Donc c'est vraiment revenir à ce moi d'état adulte et à prendre sa responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et l'adulte, comme il pose des questions, on n'entre plus dans le moi parent et dans le moi enfant, on entre dans le moi adulte. Poser des questions du style « Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux être plus précis? Qu'est-ce que tu as à me reprocher ?» Ça peut être des questions du style comme ça, mais vraiment le fait de poser des questions, ça va vous permettre que l'autre précise en fait ce qu'il vous reproche et vous rentrez pas dans l'échange en fait. Vous sortez de l'échange. Une des pistes pour sortir de ces jeux, c'est contrairement à ces triangles qui n'aboutissent à rien dans la relation, qui plutôt l'affaiblissent, c'est d'utiliser la CNV. Alors la CNV, communication non violente, elle a été créée vraiment pour préserver la relation. C'est pour ça qu'elle a été créée. Alors, il y a un petit bémol là-dedans, c'est que j'ai découvert qu'il y a des personnes qui se cachent derrière la CNV juste pour exprimer ce qu'elles ressentent et pour en fait déverser en fait, parce qu'elles ont découvert que par ce biais-là, elles pouvaient exprimer ce qu'elles ressentaient, mais en fait, elles ont oublié que le but de la CNV, c'est vraiment de préserver la relation. Et si exprimer ce qu'elles ressentent simplement pour déverser sa frustration et qu'au fait, la personne à laquelle on dit cela n'est pas bien, ça n'a pas été dans le but de préserver la relation, donc ce n'est pas de la communication non violente. Mais la communication non violente est une des pistes, vraiment. Donc, reconnaître son besoin, exprimer son sentiment en termes de jeu, toujours. Alors, l'autre piste que je vous propose, c'est d'apprendre à vous affirmer. On en a parlé un petit peu plus haut par rapport au sauveur qui, lui, aura du mal à dire non. C'est d'apprendre à vous affirmer et ça, pour cela, je vous l'ai dit plus haut, il y a les ateliers d'estime de soi qui reviennent très très bientôt. Et je suis vraiment très heureuse de le présenter parce qu'il y a vraiment énormément d'exercices. Ça se fera en groupe, ça se fera en ligne sur Zoom, par petits groupes de 6 à 8 personnes et par jeu de rôle parfois. Donc on va vraiment s'amuser à aller décortiquer des situations où on n'arrive pas à s'affirmer et à créer des jeux de rôle par rapport à ça. Il y aura aussi des techniques d'affirmation de soi que je vous proposerai. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir la page de vente de ces ateliers. Une autre piste qui est liée à ce que je viens de vous dire, c'est travailler sur son estime de soi. Et oui, parce que plus on s'aime, plus on s'estime, moins on a besoin de reconnaissance des autres, moins on a besoin du coup de se faire aimer par l'autre, et plus on va pouvoir du coup se respecter soi et respecter l'autre, et définir ses limites. Et ce sera ok parce qu'on sera plus dans ce besoin d'être aimé en fait. Donc pour ça, je vous... Redites ce que je viens de vous dire précédemment, donc les ateliers d'estime de soi qui aura lieu bientôt et qui sont vraiment basés, donc il y a le premier atelier qui est basé sur le rapport à soi-même. Donc là, on va vraiment travailler sur notre valeur, sur nos qualités, nos compétences, il y aura vraiment plein d'exercices qui sont vraiment basés que pour soi et pour booster sa valeur, pour reconnaître sa valeur et booster son estime. Une autre piste, c'est se rappeler la responsabilité de chacun.
Parce que souvent, ces jeux de rôle, en fait, c'est des jeux de rôle où on ne prend pas responsabilité. Quand je parle de prendre responsabilité, c'est qu'on ne prend pas responsabilité de ses émotions, on ne prend pas responsabilité de ce qu'on a créé dans la matière et on ne prend pas responsabilité aussi de son énergie. Souvent, on renvoie la responsabilité à l'autre. Responsabilité et culpabilité, en fait, c'est presque la même chose dans le sens où la culpabilité provient en fait d'un report de la responsabilité de l'autre. Et donc, si vous vous sentez coupable, c'est que souvent, il y a une non-prise de responsabilité quelque part. Et donc ça peut vraiment être une piste de se dire, voilà, et là on revient à la position de l'adulte dans l'analyse transactionnelle, c'est je suis responsable. Et c'est se rappeler aussi que ce qui n'est pas dit n'est pas censé être connu. Et oui, et ça c'est plutôt pour les sauveurs. C'est plutôt pour les sauveurs et les victimes qui, elles, vraiment utilisent les non-dits, les sous-entendus à tout va. Et souvent, la victime va utiliser ces sous-entendus parce qu'elle ne sait pas faire de demande claire, elle ne veut pas faire de demande claire et donc elle ne dit pas clairement ce qu'elle ressent, elle ne dit pas clairement ses besoins. Et donc, si elle ne dit pas clairement ce dont elle a besoin, ce qui n'est pas dit n'est pas censé être connu. Alors, une autre piste aussi, c'est apprendre à faire des demandes claires. Et c'est surtout se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche de faire des demandes claires ? Qu'est-ce qui m'empêche de là maintenant de dire ce que je veux, ce dont j'ai besoin, plutôt que de rentrer dans le triangle ? Et pour ça, il faut d'abord avoir une certaine observation de soi en train de jouer les rôles. Donc c'est vraiment une piste qui peut venir plus tard. Et dernière piste que je vous propose, c'est de venir à la vulnérabilité, à l'authenticité. En fait, ça correspondrait plus ou moins à l'estime de soi, mais plus on est soi-même, parce qu'on est soi-même, parce qu'on s'aime et qu'on s'estime, on est soi-même, et plus on est soi-même, plus on est authentique, moins on va avoir tendance à rentrer dans ces jeux. Voilà pour les pistes que je vous propose. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En tout cas, j'étais ravie de vous parler de ce sujet qui me passionne et j'ai très envie prochainement de mettre en place, après les 3 ateliers d'estime de soi qui vont arriver là très prochainement, des ateliers un petit peu mensuels. Alors dites-moi en commentaire aussi si ça vous dirait, si ça vous parle, de mettre en place en fait des ateliers sur ce jeu en fait du triangle de Karman, où on va en fait explorer plusieurs situations et endosser plusieurs rôles dans ce triangle, et on va également trouver des solutions à ces problématiques. Ça va vraiment se faire sous forme de jeu, un peu comme en impro, un peu comme en théâtre. Et je trouve que c'est bien parce que ça va permettre en fait de jouer ces jeux en conscience et de 2, avoir la pratique pour inverser en fait le triangle et passer du triangle perdant au triangle gagnant. Voilà un petit peu ce que je vous propose prochainement. Si les ateliers d'estime de soi vous intéressent, je vous laisse le lien également. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à me faire vos réflexions, vos commentaires, les pistes que j'ai proposées. Ça vous parle, ces prochains futurs ateliers sur les jeux de rôle. Et en attendant, portez-vous bien.